Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, les organisations de la société civile burkinabé demandent justice pour les victimes de la révolte populaire d'octobre dernier. Ils estiment que la lumière doit être faite sur les responsabilités dans le décès de ces manifestants. 2 candidats pour représenter le PDCI à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Essi Amara et Kouadio Konan-Bertin, n'entendent pas permettre une candidature unique du président Alassane Ouattara. Et le retour du mouvement Bring Back Our Girls, les militants demandent au Tchad de fermer ses frontières avec le Nigeria pour éviter la fuite de membres du groupe Boko Haram. Une trentaine de personnes ont perdu la vie lors de la révolte populaire d'octobre dernier au Burkina Faso, de jeunes manifestants pour la plupart, qui ont été élevés en martyrs par les autorités de la transition. Mais pour les organisations de la société civile, il faut aller plus loin et établir les responsabilités dans ces décès. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le mardi 2 décembre, le Burkina Faso a enterré ses martyrs. Près d'une trentaine de personnes ont perdu la vie lors de l'insurrection populaire en octobre dernier, insurrection qui a mis fin aux 27 ans de règne de l'ancien président Blaise Compaoré. Même si l'heure est au recueillement, du côté de la classe politique et de la société civile, des voix s'élèvent pour réclamer justice. Compte tenu de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que d'ores et déjà, l'on puisse établir la vérité sur les circonstances exactes de l'assassinat de ces jeunes. Quelqu'un a donné l'ordre de tirer, des éléments ont tiré. Nous voulons savoir qui a donné cet ordre et qui a tiré sur ces jeunes. Que la lumière et la justice soient faites sur ces cas précis-là. C'est ce que nous attendons. Les discours, c'est bien, mais nous voulons plus que les discours. Nous voulons des actes. Parce que comme nous l'avons toujours dit, trop, ça commence à devenir trop. Les victimes de cette insurrection sont en majorité jeunes. Une leçon d'héroïsme et un devoir de mémoire pour certains activistes de la société civile. Au-delà de la justice pour ces martyrs, ils souhaitent le traitement rapide d'autres crimes de sang et économiques dans le pays. Nous sommes toujours là et que nous sommes déterminés à ce que tous les dossiers soient réouverts et que cette lutte-là n'ait pas été vaine, que ce sacrifice n'ait pas été vain, que enfin nous soyons passés de la 4e République à la République de tous les espoirs pour le peuple burkinabé. Ces personnes, ces martyrs ne sont pas tombés pour la paix et la démocratie pour rien. Derrière, nous prenons l'engagement de continuer la lutte pour leur mémoire. La charte signée le 16 novembre dernier a prévu de se pencher sur les questions judiciaires. À cette fin, le président Michel Kafando vient de créer la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Elle aura pour mission de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. 2 membres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire se sont déclarés candidats ce vendredi pour représenter leur formation à la prochaine élection présidentielle. Des candidatures qui vont à l'encontre de l'appel lancé par le leader du PDCI, Henri Konan-Bédié, en septembre dernier, qui s'était prononcé pour un ralliement au président Alassane Ouattara. Marina Vanier. 2 leaders du PDCI en course pour la présidentielle de 2015. L'ex-ministre Essi Amara a fait déposer son dossier de candidature ce jeudi 4 décembre au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Abidjan. Il est soutenu par une frange importante des militants, notamment les agriculteurs. De l'autre côté, il y a le député Kouadio Konan-Bertin. L'ex-responsable des jeunes entend sauver le parti selon lui. Ces annonces interviennent alors que le président du PDCI, Henri Konan-Bédié, avait appelé le mercredi 17 septembre 2014 à soutenir la candidature du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il y a des ambitions qui essaient de s'exprimer en dehors de la ligne que veut le président du PDCI. Je le trouve normal, ça fait partie de la vie politique, ça contribue à dynamiser la vie politique, mais en tant qu'observateur attentif de la vie politique ivoirienne, ça ne change pas grand-chose. Je peux considérer que tous ceux qui présentent et qui annoncent des candidatures maintenant veulent bien montrer qu'ils existent bel et bien, veulent bien montrer qu'ils vivent, et qu'il faut qu'on compte avec eux. L'alliance entre le PDCI et le Rassemblement des Républicains RDR du président Ouattara avait permis la victoire du chef de l'État lors du second tour de la présidentielle de 2010. Il faut attendre l'ouverture officielle des candidatures pour savoir si ces candidatures sont validées ou, je ne dirais pas validées, mais sont confirmées. En plus, pour nous, en tant qu'observateurs de la politique ivoirienne, nous savons que pour être candidat au nom d'un parti, il faut bien que ce parti
accepte de vous investir. Et chaque parti a son mécanisme, mais tous les mécanismes se rejoignent quelque part au PDCI par des conventions. Donc, il faut attendre donc, la convention du PDCI pour savoir qui a effectivement le soutien officiel du parti. Le bureau politique du PDCI devrait se prononcer le 18 décembre 2014. Ce bureau statuera ou non sur l'organisation d'une convention pour désigner un candidat du parti. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, au moins 14 personnes ont été tuées à l'arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Beni, dans l'est du pays. Le gouvernement, l'ONU et plusieurs experts y voient la marque des rebelles ougandais de l'ADF. Depuis le début du mois d'octobre, on compte déjà plus de 200 victimes de ces massacres dans le Nord Kivu. Et une autre rébellion continue de poser problème à la République démocratique du Congo. Il s'agit du M23 dont certains membres réfugiés en Ouganda attendent toujours d'être rapatriés. Une délégation congolaise est donc arrivée ce vendredi à Kampala, la capitale ougandaise, pour organiser ce rapatriement. Marina Vanni. Une délégation congolaise en Ouganda pour accélérer le rapatriement des ex-combattants du M23, mouvement rebelle qui affronte depuis mai 2012 l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu, frontalière au Rwanda. Cette mission est arrivée ce vendredi 5 décembre dans l'espoir d'activer ce processus. Le gouvernement avait donné jusqu'au 12 décembre à la RDC pour les rapatrier, dénonçant une lenteur d'exécution des autorités congolaises. Pour la République démocratique du Congo, la délégation du M23 a refusé de se rendre à Kinshasa lors de la dernière réunion de suivi en novembre 2014. Si l'Ouganda accordait le statut de réfugié politique à ces membres ex-rebelles de M23, donc ils seraient libres, comme ils ont gardé les armes, et ils pourraient reprendre la guerre au Congo ou éventuellement passer par d'autres mouvements. Donc, le gouvernement congolais a intérêt à négocier. Le 12 décembre 2013, l'Ouganda et la République démocratique du Congo avaient signé les déclarations de Nairobi, mettant fin au conflit entre le M23 et les forces congolaises. Cet accord prévoyait notamment l'amnistie et le rapatriement des troupes. C'est parce que le gouvernement congolais veut amnistier que 330 ex-rebelles sur 1678. Il y en a d'autres au Rwanda. Donc, il pourrait y avoir un problème entre les deux pays. Et Kampala ne veut pas garder toujours ces rebelles armés, toujours contrôlés et nourris. Donc, l'Ouganda voudrait bien s'en passer pour éventuellement qu'il y ait des accords. Parce que l'Ouganda aussi gère une autre rébellion et surtout en plus qui se passe au Congo. Le gouvernement congolais a déjà amnistié 560 éléments du M23 qui doivent désormais intégrer le processus DDR, désarmement, démobilisation et rapatriement. Au Nigeria, le mouvement Bring Back Our Girls continue de se faire entendre. Les militants demandent au Tchad de fermer ses frontières avec le pays pour éviter la fuite de membres de Boko Haram. Pour rappel, ce mouvement s'active pour obtenir la libération des lycéennes de Chibok retenues en otage par le groupe terroriste Idelette Mirabel-Bissou. Après une période de silence, le mouvement Bring Back Our Girls renaît de ses cendres au Nigeria. Cette fois, le regard est tourné vers le pays voisin, le Tchad. Les activistes demandent le retour des lycéennes enlevées par la secte islamiste Boko Haram. À travers une marche organisée devant l'ambassade du Tchad à Abuja, les militants demandent au gouvernement tchadien de fermer ses frontières avec le Nigeria. Le Tchad est l'un des pays voisins du Nigeria. Il y a des informations qui disent que le Tchad sert de base arrière pour les insurgés. Cela pourrait compromettre la sécurité dans la région. Si le Tchad ne renforce pas la surveillance de ses frontières, des armes pourraient être acheminées aux insurgés. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2014, 337 lycéennes ont été enlevées à Chibok, une localité de l'État de Borno, au nord du Nigeria. Depuis plusieurs mois, Boko Haram, par des attaques terroristes, dicte sa loi aux autorités nigérianes. Les attaques répétées laissent les populations sur un qui-vive permanent. Entre incompréhension et indignation, les familles se demandent ce que sont devenus leurs enfants 9 mois après l'enlèvement.
Nous ne pouvons pas exclure le fait que Boko Haram ait enlevé 219 filles il y a 233 jours aujourd'hui. Est-ce que les rendre est un danger potentiel? Pourrait-il les utiliser comme des femmes kamikazes? Ils sont capables de tout et il serait facile de laver le cerveau de ces petites filles innocentes qui doivent certainement se sentir abandonnées par leurs parents, par le gouvernement, qui se seraient sentis abandonnés par nous, le peuple, et pourraient se laisser endoctriner. En octobre dernier, le gouvernement nigérian avait annoncé qu'un accord avait été trouvé avec la secte islamiste Boko Haram pour la libération des jeunes lycéennes de Chibok. Mais le 1er novembre dernier, les familles des jeunes filles ont vu leur chance de revoir leurs enfants s'anéantir avec la publication de la vidéo de la secte Boko Haram, refusant l'accord de cessez-le-feu qui avait été conclu avec le gouvernement. Du sport, à présent, les Égyptiens du club Al Ahly ont remporté ce samedi la Coupe de la Confédération, et ce grâce à une victoire en finale retour de la compétition face aux Ivoiriens de Séoué. Il s'agit du 19e titre continental pour les Diables Rouges du Caire. Jean-Céline Djangé. Son 19e titre continental, Al Ahly est allé le chercher jusqu'au bout du suspense. Ce samedi, les Égyptiens ont arraché la coupe de la CAF des mains des Ivoiriens de Séoué Sport de San Pedro grâce à un but marqué à la 6e minute du temps additionnel lors de la finale retour au Caire. Un but marqué par le vétéran Emad Metep, seul rescapé de l'équipe qui a remporté tant de trophées au cours de la dernière décennie et qui a permis au club égyptien, le plus titré du continent africain, de s'imposer 1-0 face à des Ivoiriens moins expérimentés. C'est la victoire de l'expérience. Ce que moi j'appelle le TTC, parce que seul le talent ne suffit pas. Il faut le talent, il faut le travail et il faut l'expérience. Le CV Sport avait gagné au match aller par le score de 2-1. Moi, je savais déjà que ça n'allait pas suffire contre une équipe comme Al Ahly et qui a glané tous les trophées possibles, sauf cette coupe, n'est-ce pas, de la Confédération. C'était l'ultime occasion et l'équipe égyptienne au niveau national n'étant pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'était une manière, n'est-ce pas, de consoler les supporters égyptiens. Les Ivoiriens de Séoué Sport ont pourtant eu de nombreuses occasions sans jamais trouver la faille. Al Ahly a mérité sa coupe parce que dès le match aller, Séoué Sport n'a pas pu faire le trou contre cette grande formation. Il fallait gagner au moins par un score de 2 buts d'écart. Au match aller, l'équipe égyptienne, avec son public, avec son terrain, avec ses installations, avec son expérience et avec tout ce que cela comporte, n'est-ce pas, était dans l'obligation de gagner. Et cette victoire, moi, je crois qu'elle est logique, même si c'est venu à la toute dernière minute. C'est pourquoi, tant que l'arbitre ne siffle pas la fin de la rencontre, le match se joue. Battu 2-1 à l'aller à Abidjan, Al Ahly remporte donc pour la première fois la seconde coupe africaine au bénéfice du but inscrit à l'extérieur, critère départageant les équipes en cas d'égalité à l'issue des 2 rencontres. Séoué devra encore attendre pour devenir le premier club ivoirien à remporter une compétition africaine depuis le succès d'Africa Sport en Coupe des vainqueurs de coupe en 1999. Quant à Al Ahly, il ajoute un 19e titre continental dans sa vitrine qui compte déjà 8 Ligues des Champions, 4 Coupes des vainqueurs de coupe et 6 Supercoupes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.